Salut tout le monde, c'est Thomas et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler SaaS et comment j'ai généré 360 000 $ de chiffre d'affaires avec mon SaaS en 2024. Je vais vous partager tout simplement comment j'ai eu l'idée, comment j'ai réussi à créer une team, comment on a choisi les fonctionnalités pour le MVP, également comment on a réussi à scaler. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Thomas, j'ai fait à peu près 15 millions de dollars de chiffre d'affaires en e-commerce depuis que j'ai commencé et aujourd'hui je te partage tout gratuitement sur YouTube pour vous aider au maximum. J'ai déjà parlé du point numéro 1 dans d'autres vidéos, mais je vais juste refaire un petit récapitulatif dessus. Donc tout simplement, déjà le plus important c'est de choisir la bonne idée et le bon produit, parce que si vous travaillez sur la mauvaise idée et le mauvais produit, bah forcément vous n'aurez pas de résultat. Donc déjà, moi je suis parti du principe que je venais de l'e-commerce et donc j'avais une expérience en e-commerce et c'est pour ça que je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux lancer en e-commerce? Donc en gros, j'ai cherché que des SaaS qui sont en e-com. Et pour moi, justement, si vous avez une autre expertise, typiquement, si vous avez une expertise sur, je sais pas, le media buying, donc tout ce qui est ads, et ben tout simplement, moi, je chercherais quel type d'outils en tant que media buyer je connais et j'utilise au quotidien et quel outil je pourrais faire et reproduire et potentiellement le faire en mieux. Et à partir de là, du coup, vous allez avoir différentes options et c'est là où justement vous pouvez peut-être faire un nouveau Foreplay. Foreplay, c'est un outil pour analyser des ads des concurrents, pouvoir les ranger dans certains dossiers. Donc ça peut être une solution. Je vous mettrai le lien dans la bio. Mais clairement, je partirais de cette façon de réfléchir parce que c'est super important et partez d'un domaine où vous avez un minimum de connaissances parce que sinon, vous allez lancer un produit pour des personnes que vous connaissez pas et ça va être très compliqué et vous allez repartir de zéro. Donc partez de votre zone de génie au départ et c'est pour ça que je dis que les SaaS pour moi c'est pas un business qu'on lance en premier, c'est possible mais pour moi genre c'est vraiment un des plus durs business à faire et donc du coup si vous avez de l'expérience c'est beaucoup mieux et si vous commencez de zéro bah, je vous conseille pas de lancer un SaaS. Donc déjà prenez des compétences dans un domaine et derrière lancez un SaaS dans le domaine où vous avez des compétences. Ça c'est le point numéro 1, c'est vraiment super important. Et également, le deuxième point qui est important, également la chose qui est importante quand vous allez choisir votre SaaS, c'est faites une bonne veille, de regarder par exemple sur les SaaS que vous allez sélectionner. Donc là, si vous avez 1, 2 et 3 options que vous voulez explorer, regardez sur SimilarWeb le trafic, regardez justement d'où vient le trafic, regardez s'il y a des vidéos sur YouTube, essayez de comprendre le produit, inscrivez-vous aussi sur le produit parce que ça c'est super important et c'est vraiment tout simple d'avoir beaucoup plus de compréhension sur justement le produit et pourquoi le produit fonctionne, justement en allant comprendre et se mettre à la place d'un utilisateur et regarder justement les vidéos, les contenus, les posts sur Twitter, les posts sur LinkedIn, essayer de voir qui c'est la team, combien de personnes ils ont, combien d'employés ils ont. Également, vous pouvez voir combien d'argent ils ont levé. Et tout ça, en fait, c'est super important. C'est des informations qui sont disponibles sur Internet. Donc, si vous les utilisez et vous avez une bonne analyse dessus, ça va vous répondre à beaucoup de questions. Et tout simplement voir si vous, ça peut être une possibilité et si vous, ça correspond au type de projet que vous voulez lancer. Donc déjà, ça, c'est le point numéro 1 qui est quand même super important. Et je vous conseille déjà de faire bien cette veille, de comprendre ce que vous voulez lancer et comprendre pourquoi le produit fonctionne. Et que vous, justement, vous ayez cette compréhension quand vous vous connectez sur des outils et quand vous vous inscrivez sur des outils, sur les emails qu'il reçoit, quel est le type d'inscription, est-ce qu'il demande la carte au début, est-ce qu'il ne demande pas la carte au début. Donc tout ça, moi j'ai fait cette veille-là et ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de compréhension et quand j'ai lancé, du coup, je ne me suis pas trompé au niveau du produit. Ensuite, la deuxième partie, ça va être la partie de la team. Donc la team, j'ai souvent des questions là-dessus parce que justement, les gens se posent la question, mais comment je trouve un développeur, etc. Moi, comme j'avais pas mal de contacts dans le business, j'ai pu trouver un développeur qui était déjà dans mon réseau. Donc le truc, c'est que la personne me faisait déjà confiance comme elle avait déjà de l'expérience dans le business et qu'elle me connaissait. Donc forcément, ça m'a aidé et c'est pour ça que justement, je vous dis que si vous avez de l'expérience dans votre business et si vous avez déjà fait du business à une échelle plutôt correcte, vous pouvez trouver des développeurs beaucoup plus simplement. Et également, moi, je vous conseille d'avoir un développeur qui est tout simplement, moi, ce que je cherchais à faire, c'est créer une Dream Team. Donc, qu'est-ce que j'appelle une Dream Team et comment je voyais ma Dream Team, c'est que j'avais le dev et je voulais un dev qui soit en interne et pas juste en freelance parce que comme mon projet, c'était pas justement un premier projet où juste je me disais je sais pas si ça va fonctionner et que j'étais plutôt confiant que mon produit était bon et que l'idée elle était bonne, et je me suis dit il faut que j'ai les meilleures personnes dans chacun des domaines. Donc j'ai trouvé le meilleur dev que j'avais dans mon réseau et justement je lui ai proposé le projet et de l'autre côté, il me fallait justement quelqu'un qui s'occupe
du marketing, parce que moi justement je suis pas un marketeur et c'est pas ma zone de génie, et donc du coup je me suis dit dans quoi moi je suis bon, et je le savais plus ou moins déjà avant de lancer ce projet là, et donc du coup je me suis dit ok, pour s'occuper de toute la partie dev et que le projet il soit sur pattes et fonctionnel, il me faut quelqu'un pour faire le marketing, et que quelqu'un aussi qui a l'habitude de faire de la grosse échelle en termes de marketing, parce que ça va être le point que je vais vous expliquer après, mais c'est super important si vous voulez faire du volume d'avoir quelqu'un qui a déjà une expérience de volume et d'échelle, parce que ça va aller beaucoup plus vite. Et moi du coup j'étais la troisième personne, et en gros tout simplement moi mon rôle c'est de faire mon rôle tout simplement c'est de faire en sorte que les choses se passent, que les choses avancent, qu'on se concentre sur les bonnes choses, que le produit ce soit pas les mauvaises fonctionnalités qu'on va lancer, et que justement on soit dans le vrai et qu'on perde le minimum de temps. Et justement le fait d'avoir cette team là en place, ça nous a permis en 3 semaines d'avoir un MVP et pouvoir directement tester la chose. Et comme la personne du marketing était une experte dans son domaine, que le dev était excellent et que justement moi j'excellais aussi dans les parties que je maîtrisais, et en fait ça fait qu'on a une super team, et donc là en fait on a un projet qui est solide et qui peut aller loin. Et justement c'est ça le truc qui est super important, et j'ai l'impression que des fois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment conscience de ça, de savoir dans quoi ils sont bons et dans quoi ils sont pas bons, parce qu'au final c'est vraiment plus important de se focus sur les zones où on est vraiment bon, plutôt que essayer de combler et devenir bon un peu partout. Pour moi ça c'est inutile, et d'avoir un minimum de compréhension et de connaissances et pouvoir combler ses défauts, oui c'est important, mais si vous avez la bonne équipe autour de vous qui vous complète, la personne a juste besoin d'être bon dans son domaine, et ça suffit, et on aura des résultats comme ça. Et nous, c'est ce qui s'est passé avec le développeur. Par exemple, le développeur, je lui ai jamais demandé ou parlé de marketing. On lui demandait des avis, on prenait son avis dans la balance, parce que lui, justement, il avait quand même une compréhension de comment l'utilisateur allait réagir sur la plateforme et si ça allait être compréhensible. Et donc ça, c'est super important. Mais lui, il est juste excellent dans le développement, et justement, c'est tout ce qu'on lui demande, et c'est super comme ça. Et comme moi, je voudrais jamais coder, parce que je veux rester dans ma zone de génie et dans la chose qui me ramène le plus de résultats depuis que j'ai commencé, et c'est justement ces qualités-là que j'ai développées au fil des années, et c'est pas le fait d'être développeur. Alors que si justement je deviens développeur, je vais recommencer de zéro. Pareil pour la personne en marketing, lui, son rôle, c'était pas vraiment d'avoir justement une expertise énorme dans le suivi de projet, dans la création du projet, dans l'organisation de la team et des tâches, et s'assurer que les choses avancent, que les choses vont vite. C'était pas du tout sa zone de génie, et justement moi c'est ma zone de génie et c'est la chose que je maîtrise, et donc du coup moi je me suis occupé de ça tout simplement, et lui il s'est occupé du reste. Donc ça c'est déjà la base, et c'est assez facile à dire, parce que justement quand vous avez de l'expérience, vous allez pouvoir trouver ce type de personnes là assez simplement en faisant du réseau, mais au début je suis d'accord que c'est pas vraiment facile, mais moi justement c'est le setup que j'ai réussi à créer, et c'est ça qui a fonctionné pour moi. Et après justement l'autre point qui est important, c'est donc l'autre point qui est important, c'est de vraiment essayer de comprendre les personnes qui vous entourent et qui travaillent autour de vous, ou les connaissances que vous avez, et même vous-même, de comprendre dans quoi vous êtes bon. Et en vrai, si vous comprenez dans quoi vous êtes bon, et justement juste en posant des questions qui peuvent paraître bêtes, parce que quand on demande ça à quelqu'un, ça peut les surprendre, mais dire tu penses que c'est quoi justement la chose dans laquelle je suis le meilleur, c'est quoi à chaque fois justement la chose où je t'aide le mieux, c'est quoi la chose où je t'aide le moins, ou les choses où tu me ferais le plus confiance et les choses où tu me ferais le moins confiance, et ça va vous permettre en fait d'avoir une vraie compréhension et de vous connaître vous-même. Et en vrai c'est la base, parce que derrière ça va simplifier énormément de choses, et même au niveau de la répartition des tâches, en fait si c'est relié au marketing, c'est la personne qui va être le meilleur en marketing qui va s'en occuper. Et s'il y a des tâches qui s'ajoutent entre les deux, donc là par exemple, je sais pas, imaginons les emails, les emails ça va être moi qui va les gérer, même si lui au final les emails peuvent rentrer dans le marketing, comme c'est moi qui est plus à l'aise dans l'organisation, la gestion de tâches, la mise en place de process, etc., c'est moi qui va être le plus apte à gérer cette partie-là. Et donc du coup c'est ça qui est super important, c'est comprenez-vous, ayez de la compréhension de ce qui vous entoure et de qui vous êtes, et vous allez voir beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que souvent dans l'e-commerce on crée des personnes qui sont un peu bons dans tout, mais qui n'ont pas vraiment d'expertise. Et je pense que sur le long terme, être associé, je trouve que c'est la façon la plus facile pour avoir des résultats sur le long terme, pouvoir créer vraiment un gros projet, et tout simplement être tous les jours à se réveiller et qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui bossent avec vous et que vous devez créer une team, avoir des employés. Moi je trouve que c'est plus intéressant, et l'aventure
structure elle est beaucoup plus belle avec des associés, et c'est pour ça justement que j'essaye de trouver des associés qui me complètent ou qui sont l'opposé de moi, pour tout simplement que l'équipe soit vraiment au complet et qu'on ait plusieurs personnes dans leur zone de génie et qui sont vraiment les meilleurs dans ce domaine-là, et que tout simplement si je demande à une personne de gérer une partie, en fait que je me dise si je devrais faire la tâche à sa place, je la ferais pas mieux que cette personne-là. Et tout simplement c'est ce qui se passe sur le marketing, ce qui se passe sur le dev, ils sont meilleurs que moi. Et il n'y a aucun problème avec ça. Et moi, ils savent que je suis meilleur qu'eux sur ma partie. Et c'est là où justement l'association elle est super simple et super saine, parce que justement on est organisé comme ça. Donc ça, c'est le point numéro 2 qui est vraiment super important. Et vraiment juste prenez du temps à réfléchir et à comprendre dans quoi vous êtes bon. Et je vous assure que c'est super important, et même sur tous vos projets sur le long terme, ça va grandement vous aider. Donc sur le point numéro 3, on est sur la partie du MVP. Donc le MVP, c'est la première version de votre produit, et je vois tout le temps des personnes qui vont faire des MVP trop compliqués et qui vont se perdre là-dedans. Et pour moi, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on a un certain niveau d'énergie. Et le problème, en fait, c'est que développer un SaaS, ça va être très énergivore, parce que des fois, les choses peuvent prendre plus de temps que prévu et les choses peuvent aller plus lentement que prévu. Et donc, du coup, ça peut devenir très frustrant. Et donc, du coup, au tout début, on va lancer le SaaS, on va avoir énormément d'énergie pendant les 3 premières semaines, le premier mois. Mais derrière, forcément, si les choses avancent pas ou les choses se passent pas comme prévu, en fait, on va perdre patience, ça va nous fatiguer et on va se dire, mais je vais jamais y arriver. Et mentalement, c'est vraiment très dur. J'ai déjà vécu ce truc-là et je trouve qu'il y a beaucoup de raisons qui nous disent de tout simplement abandonner quand on est dans cette période-là, mais la clé, c'est justement de prendre les bonnes décisions dès le départ sur quel va être votre produit et à quel point votre MVP va être simple. Et c'est pour ça que justement il y a 2 façons. Donc soit les premières façons, c'est de lancer un tool, et généralement c'est ce que je vois chez pas mal de personnes, c'est qu'ils lancent un 5 en 1. Ça veut dire ils vont faire 5 fonctionnalités à chaque fois, 5 fonctionnalités qui vont s'ajouter. Ils vont dire j'ai vu un SaaS qui faisait ça, un autre qui faisait ça, un autre qui faisait ça, moi je vais tout mettre en un et ça va faire un super SaaS. Sauf que chacun des SaaS a mis tant de temps à se développer et a tant de développeurs sur leur projet. Donc vous, le fait d'en faire 5 en 1, c'est pas parce que vous avez trouvé un développeur qui vous dit juste oui, je pense que je peux te le faire en 3 semaines que tout va être parfait. Et au final, vaut mieux faire 1 ou 2 fonctionnalités qui fonctionnent extrêmement bien et qui résoudent super bien le problème et qui résoudent des problèmes qui sont importants, et que derrière, en fait, vous rajoutez des fonctionnalités petit à petit, et que derrière, justement, votre outil, il devienne vraiment complet. Et même si, par exemple, je reprends un exemple de SaaS, si je prends, par exemple, 4Play, donc 4Play qui est le SaaS pour les médias buyers, et 4Play, le truc qu'il faisait au tout départ en termes de fonctionnalité, c'était juste que vous pouviez directement dans la bibliothèque publicitaire des sites que vous regardiez, vous pouvez tout simplement enregistrer et vous les retrouver dans votre compte 4Play avec justement toutes les vidéos. Donc si vous voulez revenir sur les ads, plutôt qu'aller sur la plateforme, vous pouvez tout simplement avoir des dossiers qui sont triés et retrouver vos ads très simplement. Et même si les ads se suppriment de la librairie Facebook, ils sont toujours dans 4Play. Ça, c'était la fonctionnalité qui faisait en premier et qui était faite de façon excellente. Et c'est pour ça que justement, quand vous voyez des SaaS que vous voulez copier aujourd'hui, regardez, même sur Wayback Machine, qui est justement le site où vous pouvez regarder comment était le site avant, tout simplement regardez c'était quoi les premières fonctionnalités qu'ils avaient lancées et c'était quoi le MVP que eux ils ont utilisé, et vous verrez qu'au début ils n'avaient pas 30 000 fonctionnalités, ils en avaient juste une. Et c'est pour ça, essayez de savoir laquelle est la plus importante à se lancer, parce que déjà si vous faites cette fonctionnalité là et qu'elle est super bien faite, déjà les gens vont pouvoir utiliser votre outil sans trop pouvoir se plaindre et se dire oui, cette fonctionnalité là, si vous faites 5 fonctionnalités, en gros forcément il y aura des fonctionnalités où il manquera certaines choses et les gens vont se plaindre et vont se dire ouais moi je préfère l'autre outil parce que votre outil il n'est pas complètement fini et il manque des fonctionnalités. Donc ça c'est vraiment super important juste. Donc c'est pour ça, prenez votre temps vraiment de regarder les SaaS qui vous inspirent et regardez par quoi ils ont commencé, et vous verrez qu'ils n'ont pas commencé par 5 fonctionnalités. Donc nous justement ce qu'on a décidé c'est de faire une fonctionnalité et de la faire vraiment super bien. C'est ce qu'on a fait dès le départ et on s'est dit justement il faut qu'on ait une fonctionnalité qui soit game changer et que quand les gens rejoignent, ils se disent cette fonctionnalité elle est trop bien pour que justement je l'utilise pas, et même s'il n'y a pas les autres fonctionnalités, c'est pas grave. Et justement, on va rajouter petit à petit. Et c'est comme ça qu'on a développé notre outil. Et donc du coup, en 3 semaines, forcément, on avait cette première fonctionnalité qui fonctionnait bien et que les gens adoraient. Et petit à petit, on a écouté les feedbacks et derrière, on a lancé la 2e fonctionnalité, ensuite la 3e fonctionnalité. Et surtout, ce qu'on faisait à chaque fois, c'est que on allait améliorer la fonctionnalité numéro 1
en prenant les feedbacks, en changeant l'affichage et tout simplement en regardant comment les utilisateurs utilisaient l'outil et qu'est-ce qu'ils comprenaient pas et qu'est-ce qui les énervait, et à chaque fois on améliorait l'outil. Et ça fait qu'on a un outil avec 3 fonctionnalités qui sont super simples mais au final qui résoudent super bien le problème. Et j'ai déjà vu justement un autre exemple avec des personnes qui voulaient lancer un outil pour les gestionnaires d'agences et que ce soit un outil tout en un avec par exemple un logiciel de facture, pouvoir gérer les calls, pouvoir gérer les clients, pouvoir avoir un portail où justement vos clients puissent voir les résultats, etc. Mais tout ça en fait c'est beaucoup trop compliqué et ça fait un bundle de fonctionnalités comme je l'ai expliqué ici en 5 en 1, mais au final, comme chacune des fonctionnalités ne va pas être parfaite, je vous assure que les gens vont vous dire oui mais c'est pas assez bien, oui je peux pas l'utiliser au quotidien, oui c'est trop long, et au final les gens vont pas rester. Et donc le plus important c'est d'avoir une fonctionnalité qui soit excellente, quitte à que votre outil à la base soit trop basique, mais que derrière vous puissiez vous lancer assez rapidement, que vous ayez des utilisateurs, que les gens utilisent et que les gens apprécient, et derrière en fait comme ils apprécient votre outil, ils sont prêts à communiquer avec vous et vous dire moi j'aime bien votre outil donc je vais passer du temps à vous aider à améliorer, et donc du coup ils n'auront pas de problème à vous faire des feedbacks. Donc ça c'est le point numéro 3, vraiment super important aussi, et c'est vraiment le principe qu'on a utilisé nous pour nous lancer. Et derrière en fait comme l'outil il est live et qu'il a des résultats, en gros la personne au marketing elle peut envoyer du trafic et justement on peut faire les premiers tests, et votre outil il sera pas parfait au départ mais au moins il est fonctionnel, il est lancé, on prend les feedbacks et on vient tout simplement l'exposer au marché. Donc point numéro 3, on a fini. Si vous avez des questions justement sur chacun des points, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je répondrai à chacune des questions. Donc le point numéro 4, ça va être le scaling. Donc qu'est-ce qu'est le scaling? C'est pouvoir tout simplement augmenter les résultats, avoir plus d'abonnés, augmenter le MRR, faire plus de revenus. Donc moi tout simplement ce que je me suis dit, et ça c'était au choix justement de la personne qui allait gérer le marketing, c'est je me suis dit est-ce que la personne qui va rejoindre l'aventure, est-ce que cette personne-là a l'habitude de faire des gros chiffres, d'avoir justement cette notion de pouvoir scaler? Parce que tout simplement, scaler, ça va être juste une question de chiffres. Pourquoi c'est une question de chiffres? Parce qu'au final, si vous voulez faire, on va dire, imaginez, vous vendez un produit à $50 par mois et vous voulez faire 50 000 de MRR, donc 50K MRR. Et au final, comme vous allez avoir un taux de conversion à peu près sur un essai. Donc par exemple, imaginez, la personne s'inscrit, elle a un essai gratuit. Derrière, vous allez avoir un taux, on va dire un très bon taux, ça va être 10%. 10% de conversion. Donc ça veut dire déjà, pour avoir 10%, il vous faut 10 000 inscrits pour avoir 1000 utilisateurs qui soient payants et qui soient convertis. Donc au final, pour qu'il y ait 10% de conversion, il va falloir déjà que vous ayez un volume, parce que forcément tous les visiteurs sur votre site ne vont pas s'inscrire, et donc du coup vous allez devoir avoir un nombre d'inscrits qui va être juste énorme, donc un nombre de visites qui va être énorme, et comme votre nombre de visites c'est pas le nombre d'impressions que vous avez fait en haut de l'échelle, tout simplement vous allez devoir générer un trafic qui va être juste énorme. Donc par exemple, si je ramène que 1000 personnes sur mon site, et en vrai 1000 personnes déjà ça peut être un bon début de ramener 1000 personnes sur le site, mais au final ça va vous dire que vous allez avoir, imaginons, on va prendre 15%, donc on va dire on a 150 inscrits, si on a 10% de conversion, ça vous fait que 15 inscrits payants. Donc pour 1000 personnes qui visitent votre site, au final vous allez avoir que 15 personnes qui vont être inscrites. Donc imaginez au-dessus de ça, si on fait de l'ADS par exemple et que vous avez un CTR à 3, donc un taux de clic à 3%. Donc il va falloir que vous ayez un nombre de personnes qui voient votre ads qui va être juste encore plus important. Et tout simplement, je ne sais pas faire le calcul juste en 2 secondes, mais on va dire en gros 30 000 personnes. Mais en gros, du coup, pour 30 000 personnes qui voient votre ads, ce qui peut paraître assez important, au final, vous n'aurez que 15 inscrits. Donc tout est question d'échelle, et c'est pour ça que justement, si vous allez faire des impressions et de la visibilité sur justement, et vous allez faire même ne serait-ce que des tweets, vous allez faire 10 000 vues par jour, au final votre nombre d'inscrits, et là les stats en plus de ça c'est des stats juste exemples, mais en fonction des SaaS ça varie, au final vous allez vous retrouver avec un nombre de personnes qui s'inscrivent pour la visibilité que vous allez devoir faire qui va être juste super faible en termes d'inscrits, et donc du coup il va falloir amener un maximum de trafic. Donc il faut avoir conscience de ça dès le départ, parce que si vous voulez faire 50 000 de MRR, je peux vous assurer qu'il va vous falloir un paquet d'inscrits. Et en plus de ça, si vous avez un churn qui est assez élevé, il va vous falloir des nouveaux entrants tous les jours, toutes les semaines, pour que justement votre MI continue de monter tant que vous n'avez pas corrigé le churn.
Donc en vrai, ça c'est super important aussi. Prenez juste en compte cette vision d'échelle. Donc tout simplement, c'est ici les impressions. Ensuite, vous avez les visites. Ensuite, vous avez les free trials du coup. Et derrière, vous allez avoir les inscrits. Et là-dessus, justement, il faut vraiment avoir une vision super claire et et une vision super honnête sur justement les stats parce que vous n'allez pas avoir des taux d'inscription à 30%, etc. Prenez des statistiques qui sont cohérentes et que justement vous puissiez derrière tout simplement appliquer le marketing en fonction. Parce que si vous êtes à côté de la plaque, vous allez tout simplement être assez frustré au quotidien parce qu'il va falloir beaucoup de trafic. Et c'est pour ça que justement, un SaaS qui fait 50 000 de MRR ou 100 000 de MRR, c'est tout simplement un SaaS qui a fait des millions d'impressions auparavant. Donc c'est super important et c'est pour ça que justement pensez à cette notion d'échelle parce que justement l'échelle c'est ça qui va vous résoudre tous les problèmes et si vous pensez pas échelle vous allez rester sur des petites actions qui vont ramener très peu de trafic, très peu de visibilité et vous allez rester dans des chiffres qui vont être tout petits et c'est pour ça que justement quand vous vous lancez aussi au niveau du MVP juste réfléchissez à quelles sont les stratégies qui vont vous permettre de ramener du gros trafic et moi le truc justement qui m'a ramené énormément de trafic c'est YouTube et pas YouTube Ads, juste faire des partenariats avec des influenceurs sur YouTube, c'est le levier le plus important et le plus puissant que vous pouvez utiliser. Et justement, moi, ça respecte ma règle qui est de faire des millions d'impressions ou ne serait-ce que des centaines de milliers d'impressions et des vues YouTube où justement ça parle de votre outil. En fait, forcément, derrière, ça va ramener un trafic qui va être conséquent et derrière qui va convertir. Donc, par exemple, entre Twitter et un YouTube, faites YouTube tous les jours parce que l'échelle que vous allez pouvoir toucher et l'impact que vous allez avoir sur les gens, il va être 100 fois plus important. Donc ça, c'était le point du scaling et c'est tout simplement la réflexion qu'on a utilisée et tous les jours on se dit comment on peut faire le plus d'impressions possible et comment on peut ramener le plus de trafic possible pour que derrière ça convertisse et que ça se transforme en client payant pour nous tout simplement. Donc on arrive au point et au dernier point, le point numéro 5 qui va être les metrics. Et justement les metrics, quand on est sur par exemple Shopify, c'est super simple mais vraiment limite trop simple et des fois on le néglige, c'est l'accès aux statistiques. Donc on va avoir sur Shopify l'ATC, donc l'Add to Cart. On va avoir le Initiate Checkout, donc les nombres de personnes qui sont arrivées dans le checkout pour payer et le taux de conversion de votre site. Et donc du coup, toutes ces informations-là, en fait, ils sont assez simples parce qu'on peut tout simplement reconnaître assez facilement où est le problème, d'où vient le problème. Par exemple, si le problème est que vous avez un taux d'add to cart qui est faible, donc du coup, je sais que le problème, c'est potentiellement le site. Ou que, par exemple, si c'est au niveau de la conversion, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises dans le checkout ou que l'offre, par exemple, elle n'est pas assez claire ou elle est confuse. Et donc du coup, je vais devoir fixer l'offre. Donc en fait, c'est super simple. Comme on a les datas, de prendre des décisions et d'essayer de comprendre d'où vient le problème. Et pareil pour les ads, comme vous avez les chiffres sur les ads qui vous disent justement le CTR il est trop faible ou par exemple le hook rate, donc qui est le taux de personnes qui vont s'arrêter et regarder votre vidéo qui va être trop faible, on sait que c'est la créative qui est pas bonne. On sait que par exemple si les gens viennent sur le site et que votre taux de conversion il est bon, mais que par exemple vos ads ils ont pas des bonnes stats, c'est les ads qu'il faut fixer. Donc c'est super simple. Sauf que dans les SaaS, on n'a aucune statistique. Enfin, du moins si vous ne les mettez pas en place. Donc c'est pour ça que ça va être important de mettre en place des systèmes. Donc par exemple, il y a des outils comme Simple Analytics, je mettrai le lien dans la bio aussi, où justement vous pouvez juste installer un petit outil qui va vous calculer tout simplement combien de trafic vous allez faire par jour. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution de trafic mois par mois. C'est des choses qui sont bêtes, mais on n'a pas ces dashboards-là en SaaS, où vous pouvez le créer aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué, ça va prendre du temps, et au début c'est vraiment pas le plus important. Alors que Simple Analytics par exemple c'est 10 balles, alors que Simple Analytics c'est 10 $ par mois, vous l'installez et derrière vous allez pouvoir savoir vos stats. Vous pouvez même calculer votre taux de conversion, justement c'est ce que je vous disais juste avant, donc vous allez savoir les visites, ensuite vous allez savoir le nombre de personnes qui a fait un free trial et le taux de compte derrière. Et en fait ça va vous permettre de savoir d'où vient le problème. Par exemple ça va être votre page de présentation de votre SaaS qui va pas être assez claire, peut-être que vous n'avez pas d'offre, peut-être que votre free trial il est pas assez compréhensible, et justement ça va vous permettre de comprendre d'où vient le problème, comment le régler et mettre des actions en place pour pouvoir le régler. Et ça justement c'est ce que je fais au quotidien et je pense que c'est un truc que je fais plutôt bien, c'est justement comprendre d'où viennent les problèmes pour pouvoir appuyer les problèmes et pouvoir les corriger. Et justement, si vous n'avez pas ces statistiques-là, si vous n'en avez pas connaissance, derrière, c'est impossible de pouvoir prendre des décisions et s'améliorer et que votre SaaS, il a un avenir parce que c'est vraiment la base. Et une fois que vous réglez déjà ce problème-là et que vous puissiez justement
comprendre d'où viennent les problèmes, même si pendant une semaine, vous êtes moins connecté aux data. Si vous voulez vous reconnecter aux data, moi, tout simplement, je vais sur le site, je me repenche dessus, je me dis, ok, quel est le problème? Et j'essaie de comprendre d'où vient le problème, et c'est juste de l'analyse de données, et c'est super simple. Alors que justement, des fois, ça m'arrivait au début, quand j'avais pas ces stats-là, je me disais, ouais, ça se trouve, le problème, c'est ça. Et donc du coup avec des ça se trouve, en fait on résout des problèmes qui sont pas vraiment des problèmes des clients, et c'est des problèmes où on fait une supposition dans notre tête et on résout aucun problème, et donc du coup ça nous aide pas du tout. Donc c'était le point numéro 5 qui est aussi super important, et tout simplement on a fait le tour de cette vidéo là. Et grosso modo, j'ai répondu à, je pense, pas mal de questions. Comment créer la team? Comment choisir le bon produit? Le MVP, qu'est-ce qu'il faut choisir en termes de fonctionnalité? Et également, le scaling, l'échelle, avoir vraiment cette notion en tête, parce que si vous voulez faire beaucoup d'MRR, et ne serait-ce que 10 000 euros d'MRR par mois, il faut avoir quand même cette notion d'échelle. Et après, derrière, avoir une compréhension de ces métriques, c'est super important. Et derrière, vous avez déjà une bonne base assez solide, et nous justement c'est ce qu'on a utilisé pour lancer le SaaS, pour que ça fonctionne, et on a eu des résultats dès le départ, tout simplement parce qu'on avait choisi le bon produit, on avait le bon process, la bonne team, et on a choisi les bonnes fonctionnalités, et derrière on avait une bonne compréhension des datas, et donc du coup on a pu améliorer directement. Et l'autre chose que vous pouvez faire, en plus justement de savoir vos datas, c'est d'appeler vos clients. Donc dès qu'il y a une personne qui va se désinscrire, dès qu'il y a une personne qui vous envoie un message au support client, n'hésitez pas à leur dire est-ce que tu es disponible pour un appel, comme ça au moins on voit ça ensemble, et je t'aide à résoudre le problème, et je t'aide à avoir du succès par exemple dans le media buying si c'est le media buying, ou dans l'e-commerce si c'est l'e-commerce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo si ça vous a plu, et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je referai des vidéos bientôt, et on se retrouve tout simplement dans la prochaine vidéo. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao.